Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver et d'accueillir un très grand pianiste, compositeur, concertiste, John Gad. John Gad, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel, merci. Merci de m'accorder ces quelques minutes d'entretien. Merci à toi, ton invitation. Merci beaucoup et je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Pythagore, le philosophe Pythagore qui souligne « Je suis le rythme du monde, car sans harmonie, rien n'existe. » Et vous, John Gad, qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis un musicien dans l'âme, c'est sûr. Toute ma vie n'a été que musique. Quand je suis né, en fait, très très jeune, je me suis toujours identifié premièrement à Mozart, chez qui j'ai développé une passion immense, en fait, notamment dans le Requiem, que tu connais, je pense, qui est magnifique. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé la musique très jeune, à 3 ans, avec le violon. Puis ensuite le piano à 7 ans. Et comme j'aimais beaucoup composer, et je compose aussi, tu parlais de l'harmonie, le piano c'est vraiment l'instrument qui représente le mieux ce que tu dis, parce qu'en fait le piano est un orchestre à lui tout seul. Tu vois, le violon, tu ne peux jouer qu'une mélodie, enfin quelques accords, mais si tu veux vraiment composer et avoir toute cette richesse sonore harmonique, c'est avec le piano. C'est vraiment l'instrument roi, c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Et donc, voilà, et donc c'est vrai que je m'identifiais à Mozart, je lui parlais même quand j'étais petit, j'avais ce côté un peu, ouais, c'est pas schizophrène, mais un petit peu, voilà, j'étais dans mes rêves, dans mes passions, donc j'ai eu une vie, c'est sûr, un peu atypique en tant que musicien, artiste, j'aime pas forcément le mot, mais c'est vrai que oui, voilà, oui, je me sens un peu différent, forcément. Quand vous jouez du piano, vous jouez une partition, vous lisez une partition, quelle est finalement, comment conciliez-vous la fidélité à la partition et la liberté interprétative de l'œuvre? Alors ça c'est marrant parce que c'est une très bonne question, et en fait moi finalement toutes les œuvres que je joue, ce qu'écrit le compositeur, ça n'a jamais été une contrainte, mais au contraire c'est moi qui joue. Je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire je respecte le compositeur vraiment énormément, mais ça n'a jamais mis de barrière pour moi quand je veux m'exprimer sur quelque chose. Et c'est en fait quand je joue une œuvre, par exemple, je prends, je sais pas, une sonate de Mozart en la mineur, ou alors la fantaisie de Schumann, par exemple, ce sont des œuvres très dramatiques, par exemple. Mais quand je vais les jouer, par exemple, je sais que Mozart, quand il a écrit cette sonate, il venait de perdre sa mère. Donc j'ai toute cette histoire-là, évidemment, dans la tête. C'est important que je sache, mais quand je le joue à un moment donné de ma vie, c'est parce que je suis dans cet état-là et que j'ai besoin de le jouer, et je le joue comme si c'est moi qui le compose. Donc finalement, il y a ce respect de l'œuvre et de l'histoire du compositeur, mais c'est aussi moi, je dois dire quelque chose comme si c'est moi qui l'avais composé, et c'est, je pense, la plus belle forme d'hommage qu'on puisse faire à un compositeur, parce que quand on aime vraiment une œuvre, c'est parce qu'en fait on se dit j'aurais voulu composer ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Mais c'est intéressant, John, ce que vous dites, mais alors quelle est la part de responsabilité morale que vous avez envers l'artiste en jouant son œuvre? Eh ben c'est bien sûr, il y a une responsabilité énorme. C'est déjà de jouer les notes. C'est un peu comment dire. C'est un enjeu technique énorme. Chaque œuvre est très difficile, mais il faut le respect du texte, le respect des notes. Il faut une très grande mémoire, et puis le respect des sonorités, du son. Il y a tout un code, bien évidemment. Si on joue du Mozart, on peut pas le jouer comme du Liszt ou comme du Chopin. Là, ce serait oui, blasphématoire. Comme tu dis, non, je peux pas rentrer dans les détails là, mais oui, c'est une mission. Voilà, il faut pas rentrer dans cette espèce de chose que tu disais. Il faut pas que ça devienne n'importe quoi, l'interprétation, et que ça vienne gâcher justement ce moment. J'aime beaucoup cette citation de Kierkegaard, le philosophe Kierkegaard, qui souligne, je le cite,
là où le chemin de l'homme croise celui de la vocation, là seulement commence la vie. John, comment distinguez-vous le fait de jouer du piano comme un métier et le fait de vivre comme une vocation, sa passion? Oui, pour moi, c'est même pas un métier, oui, c'est vraiment une vocation, c'est un sacrifice sentimental. Oui, on n'est pas dans la même vie, je pense. C'est vraiment, parfois on peut se sentir très, un petit peu seul, mais c'est ça aussi qui fait la force un petit peu du caractère qu'on peut mettre dans les interprétations. Par exemple, bah là, je viens de sortir un album chez le label Scala Music. Euh, et c'est un album Scriabine. C'est un compositeur de la même époque que Rachmaninoff. Et donc ce label, d'ailleurs, je veux dire aussi que je suis lauréat et ambassadeur de la Fondation Banque Populaire, qui me suit depuis plusieurs années, qui sont extraordinaires. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Rodolphe Bruno Boulmier, qui est le directeur artistique de la Scala Music, qui est une très 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 beau label. Et donc Scriabine, c'est un compositeur que je me suis vraiment approprié parce que il a ce côté très mystique, sa musique est très colorée. Enfin lui, il avait la synesthésie. Moi, j'ai aussi la synesthésie, c'est-à-dire que je vois sur chaque harmonie et chaque note, et même on peut aller plus loin sur des chiffres, des jours de la semaine, des lettres, j'ai associé une couleur. Et donc quand j'ai découvert Scriabine, tout de suite j'ai accroché, tu vois, à cette musique que j'ai trouvée même très addictive, et donc ça m'a mis un petit peu même à l'écart finalement, parce que j'ai délaissé un peu Beethoven, tous ces autres compositeurs. Voilà, donc c'est vraiment une histoire. C'est pour ça que l'album aussi s'appelle Opium, c'est une histoire d'obsession un petit peu avec Scriabine, et qui a eu des magnifiques critiques, 5 diapasons, voilà, plein de belles choses. Et voilà. Il n'y a pas de musique sans silence. Oui. Et finalement, le silence fait partie, sans doute, d'une part intégrante de la musique, et qui plus est au piano. Quelle est la force éthique du silence dans votre jeu pianistique? Tu as dit, il n'y a pas de silence sans musique. Sans musique, parce que finalement le silence fait partie intégrante de la musique. Absolument. Et donc, quelle est la force éthique Complètement. profonde que vous jouez, que vous avez dans votre jeu pianistique? C'est exactement ça. C'est ce que disait Mozart. Mozart disait la plus belle musique, c'est le silence après la musique. Voilà, par exemple, j'arrête de parler, et c'est ce moment-là que Mozart trouve qui est le plus beau en fait. C'est-à-dire, là je fais une métaphore avec ma voix, mais si on entend par exemple, oui, en fait le silence, mais tu as tout dit, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a des gens qui n'écoutent pas les silences quand ils jouent. Donc c'est comme au théâtre quand ils parlent. Et c'est vrai que c'est extrêmement important. Et moi, ça a une place primordiale, notamment dans les récitals, parce que c'est comme ça que tu captes l'attention. Tu vois, il suffit pas de jouer fort, brillant, très bien, d'accord, mais il faut avoir une conscience du son dans l'espace, de l'énergie que ça transmet, et c'est là que tu captes vraiment le public, tu captes l'attention. Et c'est là qu'on voit si vraiment. Moi, mon but, pour moi, jouer en récital, c'est une mission. C'est pas simplement jouer pour montrer que je sais jouer les œuvres. Très bien, je sais jouer les œuvres, mais ça suffit pas. Non, non, ça suffit pas. Moi, si je fais un concert, c'est parce que je veux bouleverser telle ou telle personne. Si pour moi elles sont pas bouleversées à la fin, s'il n'y a pas des émotions, c'est que c'est raté. Je trouve ça intéressant, vous parlez de la souffrance, des émotions. Finalement, la douleur dans la musique, la douleur est-elle un moteur pour vous ou un obstacle à la création musicale? Pour moi, la douleur, après c'est très différent en fonction de chaque individu, mais je pense que la douleur peut être vraiment un moteur, ouais. Peut-être vraiment un moteur, mais ça peut être aussi un obstacle. Alors c'est un peu paradoxal, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Mais il est vrai que la plupart des compositeurs étaient quand même des gens très dépressifs, qui allaient très mal, et c'est vrai que pour eux, ça a été bien sûr un moteur. Et c'est vrai que
On a toujours cette image-là de la musique classique, mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de tragique, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Et donc, par exemple, Schubert, quand il écrit en majeur, nous, on pense qu'une tonalité majeure, c'est joyeux, quand on apprend petit le solfège. Et en fait, Schubert, quand il écrit en majeur, c'est que c'est la mort. Il veut dire c'est la mort, c'est-à-dire c'est la montée au paradis. Donc, si tu veux, c'est vraiment... ouais, c'est particulier comme monde. Même alors quand vous composez, est-ce que finalement vous composez parce que vous avez une douleur intérieure ou, pardon, ou vous composez parce que vous voulez permettre à vos auditeurs de ressentir finalement non pas leur mal-être mais leur bien-être qui peut passer par la douleur? Oui, oui, absolument. Bah, c'est ça, en fait. La composition, c'est une sorte de... presque de psychanalyse, en fait, parce que tu te livres, déjà, tu es à nu complètement, et en fait, toutes tes douleurs, tu vas les offrir à des gens que tu ne connais pas, donc c'est difficile de composer. Euh, sur le point de vue humainement, c'est très, très difficile, mais à la base, oui, c'est un sentiment. Tu veux vraiment exprimer, comme tu n'arrives pas à exprimer tes émotions avec les mots, avec des phrases, parce que c'est trop fort, en fait, ton seul moyen, finalement, c'est d'aller au piano et de chercher des vibrations qui sont vraiment, mais c'est métaphysique, là, on parle plus de... C'est vrai que la musique, c'est quelque chose quand même d'étrange, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est cosmique, c'est vraiment des vibrations divines, ça, on est d'accord, et donc, en fait, chez certaines personnes, tu peux faire sentir des choses qui vont vibrer dans leur âme. Moi, il y a des compositeurs qui me font pas vibrer, par exemple, et il y en a d'autres, tu sais pas pourquoi, à un moment, à un passage, là, cet accord-là, il va faire un truc dans moi qui est très étrange, mais ça, c'est voilà, c'est le mystère un peu de la musique, et donc, ouais, voilà, quand je compose, premièrement, ça vient de moi, et enfin, je pense que chaque compositeur, euh, on compose d'abord pour soi-même, et après, il y a une dimension, bien évidemment, pas de partage, mais je veux dire, oui, forcément, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de très personnel, la composition. C'est vraiment, vraiment intéressant, John Zaz, ce que vous dites, parce que on sent que vous vivez de votre musique, on sent qu'elle vous pénètre, qu'elle vous intériorise, pardon. Cependant, peut-être, depuis tout à l'heure, on parle de composer, vous êtes compositeur. Quelle définition donnez-vous de composer, compositeur? Compositeur, c'est quelqu'un qui va vraiment arriver avec la vérité la plus stricte à transposer ses sentiments dans la musique, le plus sincèrement possible, sans obstacle, et quelqu'un qui va réussir à construire tout un monde autour de son cerveau, autour de comment il voit la vie. C'est comme construire une pyramide, enfin c'est infini déjà, c'est quelque chose qui est infini, qui n'a pas de frontières. Et pourquoi c'est difficile la composition? Et pourquoi il y a autant de contraintes? C'est vrai que quand on va chez Jean-Sébastien Bach, par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est une époque, donc cette époque baroque dans la musique, c'est une époque où il y avait le plus de contraintes en musique. Il y avait c'est comme des lois, si tu veux. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Voilà, on peut pas juxtaposer des quintes justes, on peut pas faire monter la septième sur la tonique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et pourtant, malgré ces contraintes, Jean-Sébastien Bach a sorti voilà, les plus belles œuvres du monde, et on appelle ça un peu la Bible de la musique. Ensuite, chez Mozart, d'autres règles arrivent, le classique, le romantique. Donc voilà, à chaque fois, on a des mondes, mais en fait, finalement, c'est ça qui est incroyable, c'est grâce à ces contraintes que tu as ce monde qui s'ouvre et qui t'offre toutes ces libertés, en fait. Tu vois. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus de contraintes. Tu vois. Et voilà, vous n'avez qu'à écouter la musique d'aujourd'hui. Tu vois, non mais c'est intéressant en fait. Et si tu veux, chaque compositeur est là pour apporter quelque chose de plus. Mais jusqu'où va-t-on en fait? C'est ça. Jusqu'où va-t-on? C'est passionnant vraiment parce que je m'imagine, je vous ai déjà vu jouer du piano, etc. Bien sûr rempli d'admiration devant votre talent. Mais je me pose une question, John Diane, quand vous jouez du piano, quand vous jouez une partition, vous appropriez-vous l'œuvre ou vous effacez-vous devant elle? Ah, c'est très beau.
Les deux. Comment dire En même temps, j'ai envie de dire que je m'efface totalement, mais en même temps, je veux dire que c'est pas vrai. Parce que je joue l'œuvre pour moi et je joue parce que j'ai envie de parler aux gens. J'ai envie de raconter un peu mon histoire. Donc finalement, en fait, on est à la limite un petit peu de... C'est très difficile à... Parce que jouer une œuvre, si on n'a rien à dire, ça sert à rien. On peut pas s'effacer complètement. À ce moment-là, on a un robot, je pense. On peut pas s'effacer complètement parce que la mission, quand même, c'est de... Vous savez pourquoi on aime les grands artistes comme Richter, Horowitz, même je peux aller jusqu'à des musiques plus actuelles, Kurt Cobain, Michael Jackson, des choses comme ça. Pourquoi on aime ces musiciens, on aime ces artistes? C'est parce qu'en fait, à travers leur musique, ils nous transmettent leur douleur et nous, on se sent proche de eux. Parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, ils sont comme nous. C'est juste que eux, ils ont le talent et le génie d'arriver à faire transmettre ça dans la musique. Et c'est pas le cas de tout le monde parce que c'est très difficile. Et c'est de l'ordre du surnaturel. Et donc, maintenant, l'interprétation d'une œuvre, bah oui, tu es obligé de te l'approprier. Sinon, je vois pas sinon, je vois pas l'intérêt de faire ça, honnêtement. Et moi, depuis tout petit, c'est ça. Quand j'ai découvert le Requiem de Mozart, voilà, je veux dire, bah, c'est mon œuvre, c'est à moi. Mais c'est à moi parce que Mozart a réussi à me toucher jusqu'au plus profond de mon cœur et donc a réussi à finalement j'ai trouvé les douleurs qu'il avait en lui, je les ai trouvées en moi et vice versa. C'est ça qui est. Donc non, c'est vraiment, il y a les deux choses. On peut pas s'effacer complètement. Tout à l'heure, vous parliez vous utilisiez ce mot de vérité, et il y a quelques instants, vous avez utilisé ce mot de langage. John Gad, la musique peut-elle dire une vérité que le langage ne saurait pas dire? Oui, totalement. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que quand on dit que la musique traverse les frontières du langage, je crois que c'est ça qu'on dit, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il y a tellement de sujets dans la vie où les choses, les gens ne peuvent pas s'accorder, c'est impossible. En fait, finalement, la musique, c'est vrai qu'elle est là, et, euh, et on ne sait pas pourquoi. Ça fait vibrer des choses qu'on ne voit pas cosmiques, qui finalement... euh, ouais, c'est très étonnant. Alors après, il y a des compositeurs qui disaient que la musique c'était politique aussi, Beethoven, Shostakovich, tout ça. Mais là, ouais, là je comprends, mais là on parle d'autre chose. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on écoute la musique de Wagner, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et on se dit, mais comment des gens qui étaient nazis pouvaient écouter cette musique et comment eux pouvaient ressentir aussi des émotions au même titre que moi, tu vois, qui suis juif, et je peux ressentir aussi des émotions alors qu'on est des êtres totalement différents. Et c'est incroyable. Et donc on pourrait dire finalement que la musique va relier des extrêmes total, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est impressionnant pour ça. Et en plus écrit par quelqu'un qui sûrement ne m'aurait pas aimé tu vois ce que je veux dire. C'est ça c'est troublant. C'est troublant. Vous parlez de écouter la musique. C'est vrai, on écoute la musique. Vous avez dit à l'instant, quand j'écoute du Wagner, etc. Donc on utilise ce mot écouter la musique. Quelle définition donnez-vous à écouter? Que veut dire écouter de la musique? On n'écoute jamais vraiment, on n'écoute jamais vraiment à 100% tout le temps. C'est impossible. C'est impossible. Mais vous savez, c'est très vrai. Le moment où on dit j'écoute de la musique, ça peut être une seconde dans une minute. Il y a un moment où là j'ai dit ah, il y a quelque chose qui m'a fait qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là. Faut que je réécoute ça, et là c'est le moment où on a écouté vraiment la musique. Mais sinon après on peut parler d'écouter de la musique. Bon, j'écoute de la musique, c'est très joli, c'est un fond sonore, voilà, c'est pas la même chose bien sûr. Ensuite il y a des musiques qui sont plus difficiles à écouter que d'autres, c'est vrai. Scriabin par exemple, il peut y avoir des choses un petit peu complexes au départ, mais après quelque chose peut t'interpeller. Donc, il y a plusieurs définitions d'écouter de la musique, c'est sûr, bien sûr. Et je ne mets pas du tout
c'est pas du tout péjoratif quand je dis écouter une musique en fond, parce que parfois c'est bien aussi de juste voilà, laisser simplement. Ça me fait penser à quelque chose, moi, à chaque fois que je regarde la mer ou l'océan, à chaque fois je me dis, mais non, t'es pas sincère. Tu regardes pas la mer. Tu trouves pas la mer assez belle. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec ça. Je regarde l'océan, je dis non, tu regardes pas l'océan, tu n'aimes pas l'océan. Et j'essaie de me convaincre que si je regarde l'océan, j'aime l'océan. Ben, c'est un peu pareil en fait. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand je vous admire jouer du piano, c'est le geste, Merci. la main, le côté gestuel. Et en préparant cette interview, je suis allé réfléchir et voir ce que le philosophe Merleau-Ponty soulignait sur le geste dans la musique. Et voilà ce qui est dit, je le cite, « Le geste est le lieu où l'âme et le corps se rencontrent ». John Gad, peut-on dire qu'il existe en tant que pianiste une éthique du toucher, toucher les notes? Oui, absolument. Ça c'est. On va dans des choses qui sont plus techniques, mais qui viennent aussi de quelque chose un petit peu métaphysique. Le geste, bien sûr, évidemment. Quand tu joues du Chopin, par exemple, tu es obligé de jouer les notes avec une certaine manière qui, par ailleurs, ressemble beaucoup un petit peu à Mozart dans les mélodies. Voilà. Mais par contre, après, quand tu vas chercher chez Rachmaninoff, chez Liszt, etc., on peut aussi avoir des touchés comme ça très, très percés, tu vois. Mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, si on va chez Brahms, Schumann, là, ça va être quelque chose de plus mat, plus épais. Donc, on va avoir besoin, évidemment, de beaucoup de corps, beaucoup de... Pas forcément la même partie aussi du doigt, tu vois. Euh, tu vois, Bach jouait sur des pianos qui étaient différents, Mozart aussi, donc on a un toucher plus, tu vois, mécanique, j'aime pas le mot, mais tu vois, t'as compris. Et Schumann, lui, voilà, c'est beaucoup plus orchestral, donc là, on a besoin de plutôt quelque chose d'épais dans le son, dans l'harmonie, donc forcément, oui, le geste est associé, donc il faut l'apprendre techniquement, je veux dire, mais ça vient d'une idée musicale, ça vient pas de nulle part, c'est vraiment... Et voilà. Et dans le geste, justement, on parlait des silences aussi tout à l'heure. Avec le geste, tu peux continuer à faire vivre un son. Et même sans geste, rien que le fait de l'écouter, il se passe quelque chose. Enfin, il faudrait que je sois au piano pour te montrer, mais c'est. Quelle est votre source d'inspiration? Vous composez, finalement, vous composez à partir de quoi? Et vous composez à partir de qui? J'adore m'inspirer, moi, que ce soit Ravel, Debussy, Scriabine, Schumann même. En fait, la composition, enfin, moi, je suis persuadé on ne peut pas vraiment partir de rien, c'est impossible. Quand on commence à composer, c'est parce qu'on aime quelque chose chez un compositeur, on prend une cellule de ce qu'il a écrit, ou une harmonie, un accord, et puis après, on dit, ah ben moi, je vais partir de là, de ce que j'aime le plus, et après, je vais développer, je vais continuer, et je vais faire à partir de cet accord-là, et là, je vais composer. Mais finalement, on compose parce qu'il y a une personne avant qui a fait quelque chose qui nous a touchés. Et c'est ça, souvent, euh, les compositeurs aiment rendre des hommages en faisant cela. Voilà. Schubert avec Beethoven, par exemple. Beethoven, c'était l'idole de Schubert. Schubert adorait Beethoven, donc beaucoup de son œuvre lui est dédiée. Et en fait, on voit beaucoup de choses qu'ils ont en commun, bien évidemment. Tu vois. Parfois, vous produisez, vous donnez donc des concerts, vous produisez sur scène. Quand vous jouez, quand vous produisez sur scène, ressentez-vous une forme d'exil ou d'union avec le monde? D'exil. D'exil. En même temps, ça me touche tellement quand les gens viennent me voir. Mais c'est vrai que. Alors, il y a plusieurs. Vous savez, c'est un métier très compliqué. Hein. C'est un métier très compliqué parce qu'on déteste le public. On le déteste évidemment. Et puis à la fin, on l'aime, on l'adore. Donc, on est tout le temps dans ces extrêmes. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup le trac. Je le dis, j'ai toujours vécu avec ça depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Parce que je suis beaucoup plus interprète que compositeur. C'est pour ça que j'enregistre beaucoup. J'ai beaucoup d'autres projets d'enregistrement, notamment en musique de chambre aussi, avec David Moreau, violoniste, et puis des enregistrements solo. Donc le public, voilà, Glenn Gould par exemple disait je n'aime pas le public. Richter n'aimait pas aussi.
Enfin, c'était différent. Mais Richter disait qu'il n'aimait pas Mozart aussi. Il y a une sorte on se sent... C'est difficile d'être observé, d'être... On rentre sur scène, c'est un peu comme... voilà, on est la personne à abattre. C'est-à-dire on est vraiment là. Le stress est très difficile à vivre du 2-3 jours avant le concert jusqu'à la moitié du concert, jusqu'à la fin. C'est un combat. C'est vraiment comme quand on rentre sur un ring, c'est un combat entre le public, le piano, soi-même. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, mais je pense que oui, on déteste le public et on l'aime en même temps. On peut pas, voilà, on les remercie d'être là parce que c'est grâce à eux que tout ça peut fonctionner. L'interview va malheureusement bientôt s'achever. En 1 minute, vous venez, donc je vous adresse toutes mes félicitations, vous venez de sortir un album. Est-ce que vous pouvez rapidement le présenter? Absolument. Oui, j'ai sorti donc mon premier album Opium sur Alexandre Scriabine. C'est un compositeur de la même époque que Rachmaninov, russe. C'est une musique absolument magnifique. Tout à l'heure, je disais, c'est un petit peu l'opium de la musique dans le sens où c'est transcendant. Moi, la première fois que j'ai écouté ça, ça te transperce, ça te fait rêver, ça te fait voyager. Et en fait, j'ai découvert cette musique avec les symphonies. Et où on peut le trouver? On peut l'écouter sur Apple Music, bien sûr, l'acheter sur le site de la Scala Music, à la Fnac, bien sûr, Spotify, Deezer, bien sûr, toutes les plateformes. Une dernière question, oui, parce que ça se... Bien sûr. John Gad, c'est ma dernière question que je pose à tous mes invités. Qui se cache derrière le John Gad, pianiste, concertiste, compositeur qui est devant moi? Malheureusement, je le sais, mais je ne le sais pas non plus. Enfin, c'est qui se cache derrière vous aussi. Ben voilà la réponse. Voilà. Ben en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci pour ce beau moment d'échange. Merci à vous, c'est un très beau moment. Et vraiment, merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous invite vraiment à aller écouter sur toutes les plateformes que notre ami John vous a données. Allez écouter le superbe album Opium. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao.